Allô tout le monde, bienvenue sur le Sideline. On vient d'avoir une entrevue super intéressante avec Dr. Prévost Jean-Chou, qui est gastro-entérologue au CHU Sainte-Justine. Je sais pas toi, Lily, mais moi, j'ai appris plein de choses. On reste souvent, nous, centrés sur nos trucs de musculo-squelettique, tout ça. Mais là, on a vraiment ouvert nos yeux. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé là, de notre entrevue puis que les gens devraient vraiment rester pour l'écouter? Bien, en fait, moi, j'ai appris que, tu sais, pour comme même nous, on le dit, puis c'est vraiment vrai pour le système gastro-intestinal aussi, que les saines habitudes de vie, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour tout autant au niveau du système musculo-squelettique dans ce qu'on travaille qu'au niveau du système gastro-intestinal. Qu'on a parlé beaucoup du microbiome de ce système-là par rapport aux diarrhées du coureur, pourquoi que ça arrive. Est-ce que c'est vrai qu'on ne devrait pas manger avant de faire du sport, avant d'aller nager? On a parlé du collagène. Bref, plein de sujets vraiment intéressants. Donc, restez à l'écoute. Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et Dr. Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Bonjour Prévost, bienvenue sur le Sideline aujourd'hui. On est super contente de t'avoir avec nous pour nous parler du système digestif gastro-intestinal. Merci. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu ton background, etc.? Oui. Merci de m'inviter sur votre magnifique podcast qui parle de sport. Et je vais me présenter. Je suis Prévost Jean-Chou, je suis médecin à l'hôpital Sainte-Justine et j'ai fait aussi de la recherche et aussi enseignant à l'Université de Montréal et occasionnellement j'ai fait des partages de vidéos de vulgarisation sur les médias sociaux et merci pour votre invitation. Occasionnellement. Ouais, c'est ça. On pourrait parler de la définition de ça. Super. Bien, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, tu es la meilleure personne qu'on pouvait inviter là, pour parler du système gastro-intestinal chez les sportifs. Puis vu que notre podcast s'adresse vraiment aux jeunes, tu sais, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une différence ou c'est quoi la différence entre un système gastro-intestinal pédiatrique versus chez un adulte? Je dirais que la première chose déjà, c'est de voir deux dimensions dans le système digestif. Il y a le côté anatomique et il y a le côté physiologique. La première partie, la partie anatomique, est à peu près comparable lorsqu'on se positionne à partir de l'âge de 3 ans, puisque la croissance du tube digestif est un petit peu terminée. À la naissance, par exemple, les bébés ont un œsophage très court, très petit, un estomac tout petit, pas plus gros que la taille d'un poing. Et ensuite, ceci va grandir avec l'âge pour finalement trouver les dimensions adultes. Par exemple, pour l'intestin grêle, chez un adulte, 4 à 5 mètres, alors que chez un bébé à la naissance, c'est autour de 1,50 m. Donc la différence anatomique est vraiment liée à l'âge. Ensuite, la différence physiologique dépend aussi de cette maturité. Et dans la physiologie, on va parler de tout ce qui est absorption des aliments, mais aussi de tout ce qui est motricité au niveau de l'intestin. On parlera par exemple de la fonction gastrique, de vidange gastrique en lien avec les repas, de la fonction motrice de l'intestin grêle et du côlon en lien avec justement comment l'activité physique peut influencer tout ça. Donc je dirais que chez les adolescents, on a une stabilité en termes d'anatomie et de physiologie assez proche de l'adulte. Et à quel âge environ qu'un jeune peut atteindre une maturité gastro-intestinale? Je dirais à partir de 3 ans. Et dans cette période-là, c'est aussi l'âge où on va avoir une stabilité du microbiome, qui est aussi un élément dont on parlera, qui influence aussi tout ce qui est motricité sur le fameux deuxième cerveau. Donc à partir de l'âge de 3 ans, on est assez stable. À 3 ans, OK. Puis l'aspect physiologique d'un jeune, est-ce que c'est plus rapide? Dans le fond, on parle de mobilité gastrique, ou bref, est-ce que c'est juste plus rapide ou c'est plus lent? En fait, dans la physiologie gastrique, on a plusieurs éléments. Donc, lorsqu'on mange, la première chose que l'estomac va faire, c'est broyer pour essayer de fragmenter le contenu de l'alimentation pour ensuite évacuer dans l'intestin grêle.
Et cette fonction d'évacuation-là va dépendre de la quantité d'aliments, mais aussi de la qualité en termes de si ce sont des lipides, si ce sont des protéines ou des glucides. Par exemple, si on doit les classer, les lipides ont moins de rapidité à sortir de l'estomac que les protéines, que les glucides. Donc les glucides, c'est ce qui sort rapidement. Et pour donner un exemple, lorsqu'on fait des examens de vidange gastrique, on donne à boire du lait radiomarqué ou des œufs radiomarqués et on analyse par des photographies qu'on appelle scintigraphie. Lorsqu'on donne par exemple un œuf marqué, c'est un aliment solide. 1 heure après, il n'y a que 30% qui a quitté l'estomac. 2 heures après, on est à 70%. Alors que lorsqu'on donne du liquide, 1 heure après, on est à 70%, 2 heures après, on est à 85%. Donc ça veut dire que cette vidange gastrique-là dépend de la qualité de l'aliment, mais aussi de la nature. Et chez certains enfants, par exemple, on va avoir une alimentation beaucoup plus liquide chez les bébés dont je parlais, mais en raison de la taille, du volume de l'estomac, si on a un trop-plein, et qu'on n'a pas cette sortie, on peut avoir des remontées gastriques, qui est aussi un élément dont on parle en lien avec l'activité. OK, mais souvent, les bébés ne font pas vraiment de sport. Non, c'est ça, exactement. Ah non? C'est ça. Mais chez les enfants ou même les adolescents, ce problème de reflux est aussi quelque chose qu'on peut observer. Mais en fait, je pense que justement, ce concept-là, ça va avec notre première question. Puis on parle souvent, on aborde des mythes, parce que nous, c'est sûr que ce n'est pas notre spécialité. Donc, on va aller chercher des choses, des mythes qu'on entend. Est-ce que c'est vrai qu'on ne devrait pas manger juste avant d'aller s'entraîner? Je dirais que ça dépend de l'objectif qu'on vise. Donc, lorsqu'on mange immédiatement avant le repas, on peut avoir des difficultés à cette vidange gastrique. Je vous ai donné quelques chiffres en termes de délai et si l'alimentation est très solide, très grasse, ce délai-là peut être long et on peut avoir des inconforts comme une sensation de nausée, de pesanteur et ça peut nous gêner. Et à savoir que justement, si l'aliment est dans l'estomac, il n'est pas du tout métabolisé. Donc l'utilisation de cette alimentation-là en termes énergétiques sera quasiment nulle puisque c'est encore dans l'estomac. Donc ça, c'est la première chose. Et en restant dans l'estomac, il y a un risque de remontée acide, de reflux et d'inconfort et même des vomissements. Et troisième chose, en termes de performance. Donc ça, c'est des données qui ont été super étudiées. Il y a 2 ou 3 articles qui ont été faits pour ça, notamment par des équipes japonaises qui ont regardé la performance en termes de repas avant versus repas après. Si on mange le matin, avant l'activité physique, on est moins performant que si on fait cette activité physique à jeun en termes de dépenses caloriques, surtout pour ceux qui, pour faire l'activité physique, l'objectif, c'est dépenser les calories. C'est un peu différent de ceux qui veulent faire l'activité physique en termes de performance, de compétition, en termes de battre des records. Ceux qui veulent faire l'activité pour dépenser les calories, par exemple, ceux qui veulent faire attention à leur poids. Sur une journée de 24 heures, on est plus efficace à perdre des calories si on le fait à jeun que si on le fait l'estomac plein. Par contre, si on regarde maintenant sur plusieurs semaines, plusieurs mois, là, les données sont un peu différentes. Il n'y a pas beaucoup de différence à jeun ou le repas ou l'estomac plein. Parce que probablement, dans ces études-là, ils n'ont pas regardé les activités faites tous les jours. Parce qu'il y a sur 3 mois, 6 mois, si on fait une activité 3 fois par semaine, il y a une espèce de phénomène de compensation. Les jours où on ne fait pas d'activité, à ce moment-là, le stockage de gras est un peu plus élevé, donc on perd le bénéfice. Mais si on fait l'activité tous les jours, probablement on aura le même gain en termes de perte pondérale pour ceux qui font du sport pour éliminer des graisses. OK, mais ça arrive souvent chez les athlètes qui ont un objectif de poids ou des sports plus esthétiques, là, si on veut, danse, etc. Exactement. Dans ce cas-là, pour perdre le gras, pour renforcer ou augmenter le ratio de masse maigre, ce sera plus bénéfique. Et dans ce contexte-là, faire l'activité à jeun le matin est encore meilleur que faire l'activité à jeun le soir. Donc, on a vraiment une chronobiologie de l'activité physique. Mieux le matin, tu dis, que le soir. C'est ça, de faire à jeun le matin est mieux que le soir. Le bémol autour de ça, c'est en termes de qu'est-ce qu'on a comme réserve de glycogène. Et donc, l'un des risques majeurs, c'est l'hypoglycémie en termes de durée, d'effort. Donc, il faut pouvoir à ce moment-là
pendant l'activité, avoir une régulation glycémique correcte. C'est sûr qu'au-delà d'une heure d'activité, il faudra penser à apporter du sucre par des suppléments si l'activité se prolonge, bien sûr. Fait que dans le fond, c'est quand même bénéfique de s'entraîner à jeun, mais quand même de s'assurer de ne pas être en déficit alimentaire le reste de la journée. Exactement. Puis ça, justement, chez les jeunes, est-ce que ce serait aussi des recommandations? Mettons un petit 12 ans qui a un match de soccer à 9 h le matin. Est-ce qu'on... C'est sûr qu'il n'y a pas un objectif de perte de poids dans ce contexte-là. Dans ce contexte, c'est un objectif de performance. Et à ce moment-là, l'idée, ce serait de pouvoir maintenir une activité suffisamment énergétique avec le même niveau de ressources caloriques. Et dans ce cas-là, si on a la possibilité de manger à 2 ou 3 heures avant, ce serait préférable parce que dans ce contexte, on n'aura pas de chute de performance en cours d'activité. Donc, essayer de manger comme 2 heures avant, puis manger quoi? Parce qu'on a dit les lipides, c'est plus long. Exactement. Ce qui est meilleur, c'est les hydrates de carbone, mais les glucides lents qui ont cette possibilité-là d'être, premièrement, rapidement évacués, mais d'apporter une source énergétique un peu plus durable, plutôt que les sucres rapides qui, eux, vont faire juste des pics de glycémie. Et ensuite, qui dit pic de glycémie dit pic d'insuline. Qui dit pic d'insuline dit hypoglycémie aussi. Donc, diminution de la performance. Exactement. Donc, les aliments qui sont meilleurs, ce sont les protéines et les glucides lents qui vont avoir une meilleure distribution de l'énergie. Mais si on le fait assez longtemps avant pour pouvoir en bénéficier lors de l'activité. Si on le fait 30 minutes avant, ça ne sert à rien. 1 heure avant, ça ne sert à rien. OK, donc 2 heures, ça serait comme notre... C'est ça, pour que ça ait le temps de vidanger, sortir de l'estomac, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'être absorbé. Parce qu'une chose qui est importante aussi par rapport à ça, c'est le deuxième point, au-delà de toute la question énergétique et la question de performance, c'est la question de métabolisme au niveau du tube digestif. Lorsqu'on mange tout de suite avant le repas, il y a un afflux sanguin qui se fait. Et à peu près 25% du volume sanguin, naturellement, au repos, est dirigé vers le système vasculaire mésentérique au niveau de l'intestin. Mais lorsqu'on mange, ce volume-là va augmenter jusqu'à 50% du débit sanguin cardiaque qui va aller là-bas. Donc ça veut dire que les muscles vont avoir moins. Il y a une compétition entre ce sang qu'on va aller donner aux muscles pour notre activité et ce qui va dans l'intestin. Donc si on mange tout de suite avant l'activité, disons 30 minutes ou 1 heure, il n'y aura pas cette meilleure utilisation du sang au niveau des muscles que si on avait mangé plus tôt. Donc c'est moins bon pour les muscles et moins bon pour le système digestif. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux de prendre du recul sur l'activité en se nourrissant bien. Ça veut dire, pour le matin, parfois difficile de se lever tôt. Et certaines personnes ont du mal à manger tôt le matin lorsqu'ils se réveillent parce qu'il y a tout ce phénomène d'éveil, même au niveau digestif. Beaucoup de nos patients le disent le matin, ils n'ont pas très faim, donc c'est difficile. Mais c'est aussi une hygiène alimentaire, puisque la routine, ça joue beaucoup. Je retourne un petit peu en arrière, mais pour éclaircir un petit peu les termes pour les gens qui nous écoutent. Glucides lents, glucides rapides. Exactement. Est-ce que tu peux éclaircir ça ou donner des recommandations aux jeunes qui nous écoutent? Un exemple simple, si on prend un aliment comme des pâtes, ça ferait partie de la famille des glucides lents, puisque les pâtes vont être ensuite fragmentées en différents sucres pour être absorbées. Alors que si on prend l'exemple d'un chocolat, un morceau de chocolat ou d'un biscuit qui est beaucoup plus des sucres rapides qui sont tout de suite assimilés. Et à ce moment-là, on a une utilisation dans les cellules et une glycémie qui s'élève tout de suite. Il faut dire qu'après avoir mangé un aliment sucré, comme un morceau de biscuit ou quelque chose de très sucré, 15 minutes après, la glycémie est déjà très élevée. Alors que si on prend des aliments qu'on appelle les sucres lents, donc il y a tout le processus de digestion dans l'intestin grêle avant d'être
assimilé. OK. Fait que mettons un bon repas de Pâques avec un peu de protéines, du poulet, Exactement, 2-3 c'est heures ça. avant de Et s'entraîner. puis pas trop gras non plus, Ouais. parce que le gras Ouais. est l'une des choses qui ralentit la vidange gastrique. Et aussi, puisqu'on parle de sportifs qui pourraient tenter aussi de prendre de l'alcool, l'alcool ralentit beaucoup la vidange gastrique. Hein, c'est quelque chose à savoir ici. OK, parfait. Fait que pas un fettuccine Alfredo 3 heures avant Surtout pas le matin. Ou bien un baba au rhum le matin avant le sport. Ça donne le pic pire. de glycémie plus Ouais. ralentissement de la vidange. Mais ça m'a suscité une question par rapport à ça. Tu sais, on parle aussi de, tu sais, on parle de jeûne, puis comment comme, tu sais, bien s'alimenter. Mais tu sais, le jeûne intermittent, je sais, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Puis de plus en plus, on dirait qu'il y a eu un gain de popularité dans ce genre de diète-là. Toi, c'est quoi tes recommandations ou ton opinion là-dessus, surtout pour les jeunes? Là, Oui, il y a des données scientifiques qui montrent que le jeûne intermittent pourrait être utile au niveau métabolique pour permettre, surtout des personnes qui ont des problèmes en pathologie, tout ce qui est foie gras ou des problèmes métaboliques, de surpoids, etc. OK. Le plus important, c'est de pouvoir assurer quand même un apport calorique global suffisant pour la croissance. Si on regarde la répartition en termes de journée, donc la fameuse chronobiologie, tout ce qui est alimentation en début de journée sera métaboliquement meilleur que alimentation en fin de journée. Okay. Donc de manger le soir ou la nuit est la pire des choses. Et les études ont montré que beaucoup de personnes qui travaillent la nuit, par exemple, prennent du poids, plus que ceux qui travaillent le jour à calories égales. Donc si on doit faire des approches de jeûne intermittent, il faut éviter justement toute la période de soir, nuit, privilégier une alimentation la journée. Donc après les protocoles varient, certains font une journée où ils font moins de calories, 2 jours ils mangent normal, certains c'est tous les jours mais en termes d'heures. Mais le plus important c'est éviter le déficit de calories qui s'accompagne malheureusement souvent des déficits protéiques. Et là on parle d'enfants en croissance, d'adolescents en croissance, les besoins sont importants. Non seulement en nutriments comme les protéines, les matières grasses et puis les sucres, mais aussi en micronutriments qui peuvent être déficients pour ces jeunes. Donc, pour les adolescents, c'est sûr que le jeûne intermittent n'est pas quelque chose qu'on recommande d'emblée, mais pour quelqu'un qui a des problèmes de surpoids ou autre, dans le contexte d'un accompagnement nutritionnel ou qui a un foie gras, ça peut être quelque chose à discuter sous réserve d'un suivi. Puis surtout un jeune qui est à l'école, tu peux pas avoir la liberté de manger non plus. Exactement. Quand tu peux pas avoir ton apport. Là. Mais se coucher tard est beaucoup plus important. Se coucher tôt est plus important, par exemple, que le jeûne intermittent. Parce que plus on veille tard le soir, plus on a faim. Les fringales nocturnes, lorsqu'on est sur Internet à scroller, c'est dans les conseils qu'on donne aux jeunes, c'est des choses. Sommeil suffisant, éviter de traîner trop sur les cellulaires et autres. Mais admettons, donc un jeune sportif qui serait dans ta clinique puis qui parle du jeûne intermittent, un 12 ans, en autant qu'il y ait un nombre de calories puis une qualité de calories adéquate, ça serait correct? Ce serait correct, mais c'est toujours la question de quel est l'objectif qu'on vise. Parce que si l'objectif qu'on vise, c'est éviter une maladie X ou Y, à ce moment-là, s'il est en santé, à la base, d'avoir des calories normales, l'objectif à cet âge, c'est la croissance et la puberté. Donc, le jeûne intermittent ne va pas favoriser la croissance et la puberté. Donc, le bénéfice ne sera pas... Il n'y aura pas d'impact sur la performance. Exactement, c'est ça. Donc, probablement à ne pas recommander là, avant la fin de la croissance. Exactement, c'est ça qu'on pense. Puis garder en tête les objectifs du jeûne intermittent qui ne sont pas de performer non plus. OK. Ben pour faire suite à ça, un autre mythe aussi, mythe ou réalité, tu nous le diras, mais souvent les parents, ils disent il faut pas, tu viens de manger, il faut attendre 1 heure avant d'aller nager ou d'aller dans la piscine. Est-ce que ça, c'est un mythe ou une réalité? Oui, ça c'est un gros mythe parce que ça remonte à très longtemps. On se souvient que quand les gens allaient à la plage en vacances, en famille, tout le monde était allongé sur des
tapis de plage, des serviettes de plage, et puis on pique-niquait, et puis à un moment donné, après le repas, les gens vont dans l'eau, il y a une espèce de malaise, inconfort, mais beaucoup de facteurs de confusion comme l'exposition solaire, la thermie, la température corporelle liée à cette exposition, le contraste avec la température de l'eau, et c'est ce premier élément qui faisait dire aux parents, aux enfants, attention, ne va pas à l'eau tout de suite. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que lorsque les gens mangent, adultes ou enfants, il y a ce qu'on appelle la thermogénèse induite par l'alimentation. Okay. Et cette thermogénèse se manifeste par le fait que les calories qu'on ingère doivent être métabolisées pour ensuite donner les micronutriments, etc. Okay. Et ce métabolisme-là produit une certaine énergie qui peut faire monter un petit peu la température corporelle, mais en proportion par rapport à ce qu'on a de l'exposition solaire lorsqu'on est à la plage, c'est beaucoup moins. Donc ça veut dire que la température corporelle est beaucoup plus élevée avec le soleil que le petit repas. Donc c'est vraiment un mythe pour ça, parce que le risque de choc thermique n'est pas du tout quelque chose à évoquer. Le deuxième élément, c'était tout ce qui concernait les crampes, parce qu'on entendait vous allez aller à l'eau, attention, tu vas aller à l'eau, tu vas avoir des crampes, tu ne pourras pas nager, tu vas être bloqué dans l'eau. Ouais, ça va te noyer. C'est ça, et ça rejoint un peu la théorie qu'on disait, lorsqu'on mange, le sang va aller vers l'intestin et pas dans les muscles. Ouais. Donc, mais en réalité, chez quelqu'un qui a une alimentation normale, il n'y a pas vraiment ce problème-là. C'est sûr que si tu fais un gros repas, mettons une grosse poutine avec de l'alcool, et que tu vas à l'eau, forcément tu vas dormir dans l'eau, tu vas pas pouvoir nager. Donc dans ce contexte-là, fais attention. Mais sinon, pour une alimentation normale, il faut y aller. S'il fait très chaud, par contre, progressivement, mouiller le corps, tout doucement, les pieds, la nuque, la tête, et puis, mais éviter de plonger d'emblée s'il y a une grosse chaleur externe. Donc c'est vraiment la question de la chaleur externe et l'eau qui fait qu'on a souvent même des douches à côté pour se rafraîchir avant d'entrer dans l'eau. Mais sinon, dans le fond, on garde les mêmes principes qu'on a dit avant. Si on va s'entraîner pour faire plein de longueurs de crawl, mais il ne faut pas manger avant pour ce qu'on a dit au début du podcast. Non? Exactement. Okay. Et à ce moment-là, si vraiment, vraiment, on a un entraînement où on est dans l'eau pendant longtemps, l'alimentation va être plus quelque chose qu'on va préparer en amont pour maintenir pour performer. Pour performer. OK, parfait. Intéressant. L'autre sujet, quelque chose qu'on entend souvent parler, puis je pense qu'on commence à comprendre un petit peu pourquoi ça arrive, mais la diarrhée du coureur. Oui. Les crampes du coureur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir d'avoir ça? Oh oui, ça c'est quelque chose qui est un phénomène qui s'intègre dans tout ce qui est dysfonctionnement du tube digestif lors d'activités intenses. Et il y a une étude assez intéressante faite par les Allemands. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris des ultramarathoniens qui avaient vraiment des durées d'activité intense. On ne parle pas de 2 heures, 3 heures, on parle même jusqu'à 24 heures. Il y avait un groupe où ils avaient des ultramarathoniens fractionnés et puis un autre groupe où ils avaient continué pendant 24 heures. Ils ont regardé par des questionnaires quels étaient les troubles présentés. Et on est quand même à des niveaux de 80% qui avaient des troubles digestifs qui pouvaient aller de nausées, vomissements, ballonnements à des tableaux de diarrhée. 20 à 30% qui avaient des diarrhées. Et c'est donc quelque chose directement lié à l'effort qui s'explique soit par un problème hormonal, parce que lorsqu'on va faire une activité physique, il y a une régulation hormonale qui va faire en sorte que ces hormones qui sont produites dans l'intestin vont jouer sur la motricité du côlon. Donc, qui dit hormone dit motricité, dit donc diarrhée, etc. Et donc, plus l'effort est prolongé, plus il y a cette action hormonale. La deuxième chose, c'est un mécanisme vasculaire et on revient sur cette balance sang qui va dans les muscles versus le tube digestif. Et donc, il y a un phénomène parfois de baisse de débit au niveau intestinal qui entraîne d'une certaine manière pas une ischémie, l'intestin est moins irrigué et donc il y a une espèce de souffrance un peu des intestins qui fait que on a tendance à avoir une perméabilité, donc un passage d'eau. Qui dit passage d'eau, dit diarrhée et on le fait. Hein. Moi, j'ai fait il y a quelques années le marathon de Paris et je peux témoigner que c'est vraiment quelque chose de réel. À la fin du marathon, tout le monde
de chercher les toilettes. c'est juste... Donc, c'est un phénomène qu'on connaît, mais qui est beaucoup plus dans les activités intenses et de longue durée. Chez quelqu'un qui fait une activité intense, courte durée, on le voit moins que les marathoniens et autres. Mais après, c'est aussi finalement comment prévenir, c'est ça la question, parce que c'est sûr que tout ce qui est microbiote est hyper important, et le microbiote ne se prépare pas juste en une journée, c'est quelque chose qu'on prépare pendant de longs mois pour que son tube digestif arrive à mieux réguler ses hormones. Et c'est le fameux deuxième cerveau, parce qu'il y a l'axe intestin-cerveau. Les bactéries vont jouer sur les hormones et les hormones vont envoyer au cerveau des informations. Pour vous donner une idée, par exemple, lorsqu'on est très stressé, très anxieux, on peut avoir des diarrhées simplement parce qu'il y a l'axe, c'est bidirectionnel. L'intestin envoie des informations au cerveau, le cerveau envoie des informations à l'intestin et on a des crampes, des diarrhées. Et donc, si on travaille sur avoir une meilleure microbiote, on peut aussi diminuer ça. Et ça se fait pendant de longs mois par beaucoup de facteurs qu'on pourra discuter aussi. C'est quand même intéressant parce qu'on a déjà discuté de des jeunes ou des personnes qui veulent s'entraîner pour faire des demi-marathons. Pour le marathon, on a parlé de tout ce qui est musculo-squelettique et tout, mais l'aspect gastro-intestinal, il faut vraiment que tu prépares ton intestin à voir c'est quoi que tu digères mieux pour... ça peut te faire arrêter l'activité. Il y a des gens qui, à un moment donné, ils prennent du retard parce qu'ils sont sur les toilettes pendant que les autres continuent d'avancer. Donc, ça peut te faire perdre des performances. Mais est-ce qu'il y a un problème, justement? Est-ce que c'est pas un signal que le corps envoie pour dire, c'est trop, il faut arrêter? Ou est-ce qu'il y a un problème de continuer? Est-ce que, justement, ça pourrait mener à une ischémie intestinale de continuer dans ce... Non, chez un sportif qui n'a pas de problème vasculaire en tant que tel, on ne parle pas effectivement des personnes qui se mettent au sport du jour au lendemain. Mettons quelqu'un qui n'est pas du tout actif, se lance dans un marathon, c'est sûr que là, c'est un contexte un peu différent. Mais pour quelqu'un qui fait de l'activité physique régulièrement, c'est beaucoup plus l'inconfort que ça génère et pour lequel on peut faire des choses pour préparer. Déjà, on a parlé de l'alimentation, ce qu'on va manger dans les heures avant l'activité va déterminer notre microbiome, mais dans les semaines et mois avant aussi, ça c'est important. Par exemple, des choses à éviter comme les aliments transformés qui sont très mauvais pour notre microbiote. Le tabac, l'alcool, c'est très mauvais aussi pour le microbiote. Le stress, donc on sait que maintenant, le stress, c'est vraiment un élément qui influence aussi notre microbiote. Et finalement, une alimentation équilibrée qui renforce notre microbiote, comme les fibres. Par exemple, les fibres, c'est bien de le prendre comme aliment dans notre routine. Et si on prend trop de fibres avant l'activité, qu'est-ce que ça fait? C'est l'un des aliments à moins se vidanger dans l'estomac avec les graisses, puisque c'est un peu moins éliminé. Donc, on sera beaucoup plus ballonné avec des sensations de pesanteur à l'estomac. Donc, pour éviter ces diarrhées, c'est vraiment en amont qu'on prépare ça. Et puis, finalement, comment on s'alimente aussi pendant l'effort, parce que les activités qui durent 3 à 4 heures, à un moment donné, il faut manger, donc le type d'alimentation pendant l'effort joue aussi. C'est quand même beaucoup de gestion, hein? Fait que dans le fond, si on arrive à avoir une bonne prise en charge avec un nutritionniste, c'est la meilleure chose si on veut faire du sport d'endurance et tout. Oui, je pense que dès qu'on se lance dans ce type d'activité, de sport d'endurance et autres, il faut avoir un plan. Un plan non seulement d'entraînement, mais aussi un plan de nutrition à différentes étapes. Avant, pendant et après l'effort, parce qu'on ne peut pas se contenter juste d'avoir un bon plan avant l'effort, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on va manger pendant l'effort, à partir de quelle heure, après le début, et comment on va équilibrer l'hydratation aussi, ça c'est important. Et puis après l'effort, comment apporter à nos muscles de quoi récupérer, c'est aussi un autre plan. Et c'est vraiment très individuel. C'est là où on va arriver beaucoup sur la médecine personnalisée du sport en termes de nutrition individualisée, parce que selon le type de sport, ça ne va pas être la même chose. Selon l'âge, ça ne va pas être la même chose. Donc c'est très personnalisé. Mais c'est ça, tu dis que c'est personnalisé selon comme plusieurs facteurs. Mais là, je te pose la question des jeunes ou des personnes qui ont des maladies inflammatoires, maladies de Crohn, gastroparésie, etc. Comment eux, ils peuvent pallier pour justement arriver à faire ces choses-là?
C'est une excellente question parce que ce sont des conditions où parfois les gens auront tendance à moins faire du sport pour des raisons diverses. Ils ont mal au ventre, ils sont inconfortables, etc. Et au contraire, on les encourage à faire du sport parce que c'est bénéfique. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que l'activité physique est associée à moins de survenue de ces maladies, notamment une étude de la cohorte Nurse Health Study, c'est une cohorte américaine, qui montre que les personnes très actives pendant de nombreuses années avaient moins de survenue de maladies inflammatoires de l'intestin dans le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'évolution de la maladie. Les personnes qui sont plus actifs ont moins de poussées de la maladie aussi. Et ça, on a fait une étude à Sainte-Justine avec la cohorte de patients avec maladies inflammatoires. Et on a regardé l'association bidirectionnelle entre l'activité de la maladie et l'activité physique. Est-ce que le fait que la maladie soit active fait qu'on est moins physiquement actif? Et dans l'autre sens, si on est très physiquement actif, est-ce qu'on a moins de poussées? Et c'est à ce niveau qu'on voit une association. Ceux qui étaient physiquement actifs avaient moins de survenue de poussées de la maladie. Donc, encourager à le faire, mais les aider aussi à le faire. Parce que là aussi, c'est bien beau de dire faites du sport, mais comment? Et c'est certain que l'activité d'endurance est meilleure que des activités de haute intensité chez ces patients. Et si on revient sur la question, par exemple, de l'estomac, il est mieux, après un repas, de faire une marche que d'aller courir parce qu'on a une vidange gastrique qui va être favorisée par la marche que de rester sur le canapé, sur le couch, tranquille. Et à l'inverse, si on fait du volleyball 30 minutes après avoir mangé, on comprend bien que... Les sauts, exactement, ça va pas être. Donc, cette personnalisation-là est non seulement sur le stade de la maladie, mais aussi sur le type d'activité. Les patients, par exemple, qui ont des gastroparésies, ils sont souvent très gênés. Et c'est sûr qu'on leur dit de ne pas faire d'activité où il y a une flexion, antéflexion du tronc, tout ça, parce que ça va... favoriser Eux, c'est pas 2 heures que l'estomac est encore plein, même 4 heures après la vidange. J'ai une patiente, par exemple, après avoir fait le test, on voit que 2 heures après, il n'y a que 10% de ce qu'on lui a donné qui est sorti de l'estomac. Alors qu'habituellement, on avait dit 2 heures, on est autour de 70%. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une parésie de sa vidange. Donc, de donner des conseils sur encourager à faire l'activité tout en adaptant le moment par rapport à la condition, ça aide, c'est vraiment bénéfique. Non seulement sur leur bien-être général, mais aussi sur le microbiote dont je parlais là. Souvent, on a des patients, on dirait qu'ils cherchent des raisons pour ne pas faire de l'activité physique. Là. Dans tout le spectre des problèmes qui peuvent survenir gastro-intestinaux, il n'y a rien qui est une contre-indication à faire de l'activité physique. C'est ça? Oui, il y a vraiment rien. Il y a même certains qui, après, vont nous dire, c'est vrai, on a des difficultés parce que, voilà, quand je fais l'activité physique, ça fait mal au ventre ou bien ça fait mal aux articulations parce que certains ont aussi des... problèmes digestifs et articulaires. Donc, à ce moment-là, on va aussi essayer d'ajuster selon leur type de conditions. Il faut aussi dire que c'est des patients qui ont aussi des traitements pour leur maladie qui peuvent aussi contribuer à aider. OK, donc adapter vraiment selon le type de problème, mais dans tous les cas, en général, c'est bénéfique. Oui, parce que l'activité va entraîner la production de cytokines qui, ces cytokines anti-inflammatoires vont aider aussi finalement à diminuer l'activité de la maladie. Donc il y a comme un cercle vertueux, mais c'est commencer qui est difficile. Oui, c'est ça. C'est pour ça que dans un monde idéal, si dans chaque clinique de maladies inflammatoires, on avait la possibilité d'intégrer par exemple des professionnels du sport pour accompagner les patients, comme on le fait pour les psychologues, travailleurs sociaux, on aurait certainement aussi un gain pour les patients. C'est donc, intéressant. Militons pour des physiothérapeutes en clinique de gastro. Prochain projet. Et est-ce que le fait d'avoir ces problèmes-là, ça pourrait faire en sorte qu'un athlète qui veut performer ne pourra pas aller à un niveau élevé? Est-ce qu'un athlète qui a une maladie inflammatoire de l'intestin peut viser les Olympiques aussi? Oui, tout à fait. Il y en a quelques exemples d'ailleurs qui ont des maladies inflammatoires. On parle ici de la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse qui sont très performants au niveau élevé et même la maladie cœliaque donc premièrement c'est traiter et équilibrer la maladie, ça c'est une priorité,
et ensuite éviter les poussées de la maladie par des comportements dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, si on a une maladie inflammatoire, tout ce qui est junk food, on bannit. Si on la cigarette, on bannit. Tout ce qui est stress, on essaie de diminuer le stress. Donc tout ça sont des facteurs qui contribuent énormément et on peut viser effectivement des carrières sportives de haut niveau. Okay. Parfait. Ça, c'est des patients qui ont comme reçu un diagnostic de maladie inflammatoire. Mais je sais pas si ça arrive pour vrai ou si moi j'ai eu quelques cas dans mon dans ma carrière que il y a un jeune qui a des arthralgies ou des douleurs articulaires qui est référé en physiothérapie pour de la réadaptation. Puis que finalement, avec l'investigation, ben, c'est sorti qu'il y a eu la maladie du Crohn ou une autre maladie inflammatoire parce qu'il y a quand même des manifestations musculo-squelettiques. Tu sais, pour un jeune qui ont des douleurs un petit peu comme ça, est-ce que toi, tu as des recommandations ou qu'est-ce qu'il doit surveiller pour dire « Ah là, je pense que c'est le moment d'aller investiguer au niveau gastro-intestinal quand tu as des douleurs un peu musculo-squelettiques. » Excellente question parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, la maladie articulaire qui précède la maladie digestive. Et on essaie toujours à chaque fois de distinguer l'arthralgie de l'arthrite. L'arthralgie est souvent quelque chose de très fréquent, beaucoup plus que l'arthrite. Et dans les patients qui ont des arthrites authentiques, un certain nombre pourra développer une maladie inflammatoire. C'est pour cette raison que si un jeune a une arthrite et qu'il a le moindre petit symptôme digestif, souvent on va investiguer rapidement en faisant déjà des tests de sel pour voir s'il y a de l'inflammation. Ce sont des tests pas invasifs. On prend un petit échantillon de sel, on envoie au laboratoire et on dose une protéine qui s'appelle la calprotectine fécale. Et si c'est augmenté, à ce moment-là, on va plus loin en faisant la coloscopie, la gastroscopie. Et régulièrement, on identifie des patients, même 2 ans avant le diagnostic de maladie digestive, qui avaient des arthrites. Et effectivement, lorsqu'on a ce diagnostic-là, souvent les traitements vont être d'ailleurs proches entre le traitement de la maladie inflammatoire et le traitement de l'arthrite. Donc probablement pour les professionnels de la santé qui nous écoutent, là, gardez ça en tête. Des fois, quand on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe, peut-être questionner sur s'il y a des symptômes gastro-intestinaux. C'est ça. Ne pas dire juste que c'est le stress, par exemple. C'est ça. Qu'il pourrait y avoir quelque chose associé. OK. Intéressant. On en a déjà parlé, mais nous, on avait la question sur est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour se préparer quand on va faire plus des sports d'endurance? Est-ce qu'il y a des trucs? Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est manger au moins 2 heures avant l'entraînement. Qualité de la nourriture qui est ingérée aussi avec des sucres plus lents. Est-ce qu'il y a autre chose aussi qui serait recommandé pour peut-être optimiser notre Oui, le sommeil. Et le sommeil, c'est quelque chose qui est parfois sous-estimé, parfois banalisé, alors que c'est essentiel pour la récupération physique, pour la performance pendant l'activité. Et ce sommeil-là doit être vraiment suffisant. On sait que les jeunes, puisqu'on parle beaucoup d'eux aujourd'hui, ne dorment pas assez. Lorsque je les vois en clinique, souvent je demande à quelle heure tu te couches. Beaucoup, c'est 23h à minuit. À quelle heure tu te lèves? 7h, 6h. Donc le sommeil est vraiment un élément et c'est difficile d'arrêter tout ce qui est écran 2 heures avant, puisque ça joue beaucoup sur la qualité de sommeil. On essaie de leur dire de couper Internet 2 heures avant d'aller au lit, mais c'est très difficile. Ensuite, le deuxième élément, c'est aussi tout ce qui concerne les facteurs environnementaux. Beaucoup de jeunes vapotent. On sait que on essaie de leur dire que c'est pas bon, parce que même si le vapotage est considéré comme hype, c'est très mauvais pour la santé déjà respiratoire. Il y a eu beaucoup de cas de pneumopathie liés à ça, des maladies pulmonaires sévères, et ça joue sur les performances aussi. Et ça joue sur le microbiote fumé, et c'est assez intéressant. Il y a des études qui ont été faites chez la souris qui ont montré que le fait de fumer modifie le microbiote. C'est d'ailleurs un des facteurs de risque bien établi de maladie de Crohn. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment le lieu de réinsister sur ça. C'est le tabac, les gens voient juste le cancer des poumons, mais il y a aussi d'autres choses. Et puis la troisième chose, c'est justement toute la question de comment on peut gérer le stress, mais en amont, puisque le gut-brain axis dont je parlais là, il y a des techniques de mindfulness, de pleine conscience qui se font et qui peuvent aider les jeunes qui sont un peu anxieux, parce qu'on a parlé de maladies inflammatoires, mais il y a aussi
IBS, qui en français se dirait intestin irritable. Ouais. Donc il est irritable un peu comme quelqu'un qui c'est ça, à poil, c'est ça. Et donc lorsqu'on a le IBS, le syndrome d'intestin irritable, on a souvent justement tendance à être plus réactif au niveau intestinal. Et il y a maintenant des données robustes qui montrent que les thérapies de pleine conscience aident à diminuer ces symptômes. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui ont permis de valider même une application numérique pour smartphone où la FDA a reconnu, c'est pris en charge, remboursé, et ça permet aux gens de faire eux-mêmes, puisque l'accès à un psychologue qui s'y connaît étant difficile. À travers l'application, on peut faire le suivi et soi-même de son accompagnement autour de cette thérapie. Et c'est vraiment super intéressant. C'est une approche. L'autre approche, c'est tout ce qui est alimentation. Et une des choses, par exemple, qu'on évite, c'est tout ce qui est... on parle d'un régime FODMAP, donc moins de fructose. Et le fructose est un ennemi public à abattre. C'est lui d'ailleurs qui donne beaucoup de foie gras. On le trouve dans les sodas. Donc j'ai dit à mes jeunes, bannissez le soda de vos frigos. On le trouve dans la gomme. Trop de gomme, ça apporte aussi trop de fructose. Certaines personnes vont avoir une sensibilité élevée au lactose, par exemple. Donc le FODMAP a beaucoup de ces aliments là, qui apportent énormément de mauvais nutriments pour le microbiote. Et à ce moment-là, ça diminue, en mettant ce régime, ça diminue l'intestin irritable. Donc, ce sont des choses qui peuvent aider à optimiser les performances, puisque j'appelle ça des irritants pour la réussite. Donc, on ne peut pas bien réussir. C'est comme pour l'école, on ne peut pas réussir si on n'a pas mangé le matin. Chez un enfant qui veut étudier, le ventre fait grrr, grrr, grrr pendant que le professeur parle. Donc, c'est la même chose pour les performances sportives. Si on a quelques irritants, alors qu'on veut s'entraîner, on veut performer, c'est difficile. Puis est-ce que tu conseilles des probiotiques dans ces cas-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a été démontré efficace pour... La piste des probiotiques a été étudiée, puisque lorsqu'on parle de microbiome, de débalancement, de dysbiose, c'est la première des choses sur lesquelles on s'est dit, en donnant des probiotiques, on va rééquilibrer. Mais les données pour l'intestin irritable ne sont pas assez robustes. La problématique des probiotiques, c'est que dans notre tube digestif, il y a des milliards de bactéries, presque autant, voire un peu plus que de cellules humaines. Et ces bactéries dans l'intestin ont différentes familles. Or, une probiotique, lorsqu'on donne un comprimé de probiotique, c'est maximum 10 souches sur des centaines et des centaines de souches. Donc, ça veut dire qu'on ne traite qu'une partie. C'est comme si on prend une table et on nettoie juste un petit coin de la table. Tout le reste de la table sera sale. Donc, on n'aura pas vraiment fait un bon travail. Et à ce moment-là, les gens vont rétorquer, bon, on sait ce qu'on va faire, on va donner une transplantation de sel. et donc, la transplantation de sel va remplacer tout le microbiome. En termes d'intestin irritable, il y a des études qui ont été faites et pour l'instant, on n'a pas encore des résultats, mais c'est des choses qu'on aura peut-être dans quelques mois ou années. Une transplantation de sel, c'est quoi? Alors, pour ceux qui mangeaient, arrêtez tout de suite votre repas et puis écoutez bien. Le principe de la transplantation, c'est prendre les selles d'un individu A et donner à un individu B par 3 moyens. Le premier moyen, c'est en mettant une canule dans le rectum et en instillant un peu comme un tuyau d'arrosage pour aller tapisser la muqueuse de ces nouvelles selles. Bien sûr, on aura filtré et puis on recueille le liquide de ce produit des selles. Donc ça, c'est une méthode. Deuxième méthode par le tube digestif, une sonde qu'on met dans le nez, on va jusqu'à l'intestin et puis on instille le liquide. Et troisième méthode, c'est assez nouveau, c'est des compagnies qui ont commencé à faire ça, des comprimés. Donc en ayant pris le liquide de sel qui a été filtré, broyé, filtré, on arrive à finalement reconditionner sous forme de capsules comprimées qu'on avale. Et ça, c'est la méthode qui est la plus préférée par les patients qui font ce type d'études. Moi, j'ai une question vraiment importante. Comment on décide d'être un donneur de sel? C'est ça, j'allais te demander. Comment on choisit le donneur parfait? Oui, et c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas... c'est pas tout le monde qui est un bon donneur. Les critères de don, c'est il faut être exempt de maladie.
Donc, tout ce qui est diabète, obésité, maladie chronique, cancer et autres exemples d'infection. Donc, on fait des tests de différents parasites, bactéries. Et aussi, finalement, lorsqu'on fait le don, on doit vérifier qu'on ne prend pas des médicaments, des antibiotiques qui peuvent modifier le microbiome. Et sur des corps de donneurs, souvent, on identifie, par exemple, 1 sur 100 qui est vraiment un bon donneur. Ah ouais, il y a des banques de selles, autant qu'on parle de banques de sang ou banques de sperme, il y a des banques de selles qui existent. Et ces donneurs-là, finalement, c'est l'un des dons qu'on peut faire facilement tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, sans être, par exemple, en anémie pour le don de sang ou sans être... donc, les dons de sel, c'est vraiment quelque chose. Il y avait en France récemment un appel à donneurs et c'était une compagnie qui voulait des donneurs et qui rémunérait même. Mais ici au Canada, je pense que c'est beaucoup plus dans le cadre de projets qu'on fait appel à des donneurs. Il n'y a pas un système où on va rémunérer des donneurs, par exemple. OK. Intéressant. Non, c'est vraiment intéressant. Je pense que, on a parlé des probiotiques, on a parlé beaucoup des habitudes de vie, des choses qui sont difficiles à changer. Puis, comme humain, on essaie toujours de trouver des solutions faciles, des solutions magiques. Puis, ça amène un peu à notre dernière question, dans le fond. Il y a en ce moment une certaine popularité du collagène, par exemple. Est-ce que c'est le produit miracle? Est-ce qu'il y a un effet, néfaste ou positif sur le système gastro-intestinal qui est connu? Ouais, le collagène, c'est un composant du corps. Donc, c'est une protéine très abondante dans le corps. On la trouve partout, la peau, les articulations, même les artères, dans les tissus conjonctifs. Et depuis quelques années, on voit fleurir sur les médias sociaux beaucoup d'influenceurs qui parlent de ça, de bienfaits, beaucoup par rapport à la peau, les cheveux. Et j'avais fait dernièrement justement une revue de la littérature sur ce sujet pour montrer que, bien qu'il y ait quelques études randomisées. Donc, pour le principe d'études randomisées, on prend 2 groupes de patients et on regarde le groupe placebo versus le groupe collagène et on voit s'il y a un bienfait. Pour ce qui est de la peau, ces études randomisées montraient pas vraiment un bénéfice très important et avec beaucoup de biais dans ces études qui pourraient fausser les résultats. Et dans le cadre de tout ce qui est articulaire, il y a une étude qui est assez récente, publiée en 2021. Les auteurs ont pris des jeunes de 18-30 ans et ils les ont comparés dans un groupe 5 grammes de collagène par jour, dans l'autre groupe du placebo. Premier élément à noter dans l'étude, ils ne décrivent pas comment les 2 groupes, le collagène versus le placebo, étaient masqués. Parce que pour avoir une bonne étude, il faut que ni l'un ni l'autre ne sache ce qu'ils prennent. Ils disent juste que le placebo, c'était de la dextrine maltose, c'était comme du sucre, juste. Donc, premier red flag. Ensuite, ils ont suivi pendant une durée de 12 semaines, donc très court, sur des symptômes douloureux. C'était des sportifs, il y avait presque 80% qui étaient des coureurs, mais il y avait des joueurs de volley, des gymnastiques, et il y avait des garçons et des filles. Et la question de recherche pour eux, c'était est-ce que ça permet de diminuer les douleurs articulaires? Parce que comme on le sait, lorsqu'on fait du sport, une des articulations le plus souvent douloureuses, c'est les genoux. Et dans ce contexte, est-ce que ça peut diminuer les douleurs du genou? Donc, ils ont fait une analyse subjective et objective. Subjective, c'est demander sur une échelle de 0 à 10 combien tu as mal, ou plutôt de 0 à 100, puisque c'était en millimètres. Tu peux dire 40 sur 100, c'est pas très mal. 80 sur 100, c'est très mal. Donc, au départ, les gens se tournaient autour de 50 sur 100, donc à peu près demi-douleur, on va dire. Et puis, ils ont donné le collagène ou le placebo, et au bout de 12 semaines, ils ont vu que dans les 2 groupes, il y a une diminution. Dans un groupe, par exemple, on part de 50 à 30. Dans l'autre groupe, on part de 50 à 36. Donc, on baisse de 20 versus 14. Donc, on voit que la baisse est présente dans les 2 groupes. Le delta est pas beaucoup. C'est presque 6 mm. Mais c'est statistiquement significatif. Donc, l'interprétation de l'étude, comme les auteurs disent, waouh, c'est bénéfique, ça aide. Mais quand on regarde la signification statistique en termes
implication, le Clinique, fameux ouais, implication clinique, on se rend compte que c'est pas forcément convaincant. Donc ils ont analysé aussi ce que les médecins évaluaient comme douleur, mais il n'y avait pas de critères objectifs de douleur, notamment par exemple au repos, il n'y avait pas de différence. Donc cette différence c'était juste lors de l'effort en termes d'échelle. Donc beaucoup de facteurs de confusion, beaucoup de lacunes de l'étude qui évite de tout de suite recommander aux patients en disant prendre le collagène. Surtout qu'à savoir, le collagène, finalement, lorsqu'on le prend par voie orale, il faut qu'il soit ensuite absorbé dans l'intestin, il faut qu'il soit ensuite utilisé. Or, le collagène, c'est quoi? C'est des protéines. Les protéines, c'est quoi? C'est des acides aminés. Ouais. Où on les trouve dans les aliments. Donc, si on a une bonne hygiène alimentaire, des bonnes sources de protéines, et aussi, finalement, des repas qui sont équilibrés en calories et en nutriments, selon les 3 groupes de nutriments, on n'aura peut-être pas besoin de prendre de collagène. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, je ne recommande pas à des patients d'en prendre parce que manger aussi bien, ça apporterait... Parce que c'est quand même coûteux. Hein. Ouais. Par an, c'est $500 pour quelqu'un qui en prend tous les jours. Et imaginez de prendre ça tous les jours pendant des mois, parce que dès qu'on commence à en prendre... Puis est-ce qu'il pourrait y avoir des effets négatifs? Par exemple, quelqu'un qui y croit tellement... Qui croit tellement, à part le prix, ce serait un risque d'allergie. Ouais, parce que l'effet négatif principal, c'est sur le porte-monnaie. Ouais. Mais en dehors de ça, ce serait... Il y a quelques cas décrits dans la littérature de risque de réaction allergique, parce que les sources de collagène, c'est soit animal, bovin, soit aussi marin. Donc, parfois, on peut avoir des réactions décrites dans la littérature. Même chose pour les enfants, il n'y a pas de contre-indication. Alors, par contre, il n'y a pas de données d'études pédiatriques. Celles dont je vous parlais, les sujets étaient de 18 à 30 ans. Donc, les données pédiatriques, il en manque. Okay. Donc, peut-être designer une étude, ça peut être intéressant. Mais la difficulté après, c'est vraiment faire en sorte que le placebo soit masqué. Ouais. Parce que pour avoir fait un essai clinique dernièrement avec la vitamine D, on était assez... aidé parce que la vitamine D, tu peux prendre de l'huile pour avoir un placebo qui est confondant. Mais le collagène, le goût est tellement fort que pour avoir un placebo avec un goût comme ça, les gens reconnaissent. Et donc, s'il n'y a pas un bon masquage, l'effet placebo ressort. Et les gens, si tu donnes à quelqu'un en disant, produit, c'est miracle, tu vas voir, tu n'auras plus mal. Le lendemain, beaucoup viennent en disant, waouh! J'ai plus mal, c'est ça. L'effet placebo peut être très puissant et c'est le problème de ces études. Là, on parle de collagène, mais il y a beaucoup d'influenceurs que je vois, je pense que j'en vois à tous les jours, là, qui prennent des greens ou plein de vitamines, tu sais. Mais tu sais, quand on a une... Tu sais, je suppose que c'est un peu la même chose. Si on a une diète équilibrée, c'est pas quelque chose qu'on aura besoin. Par exemple, pour les multivitamines, beaucoup de jeunes qui ont très peu de sources de fruits et légumes peuvent être carencés en certaines vitamines et à ce moment-là, la supplémentation peut être nécessaire. Mais si on a une alimentation équilibrée, aussi équilibrée toute l'année, dans ce cas-là, la seule vitamine que je recommande souvent, c'est la D, qui a quand même des actions biométaboliques, même au niveau de l'os, au niveau de tout ce qui est musculaire. Et cette vitamine peut être carencée, surtout en hiver, dans certaines régions, comme au Canada. Et dans ce cas-là, prendre la vitamine D peut être intéressant. Les autres vitamines, si on a des apports très faibles, ça peut être... Les multivitamines ont cet avantage pour certains d'apporter des apports en calcium, pour parfois en fer ou en vitamine B12. Selon ce qu'on mange, certaines personnes qui sont un peu véganes peuvent être carencées en B12 et certaines personnes peuvent avoir des difficultés à remplir leur apport de calcium parce qu'ils font attention au lactose, tout ça. Okay. Dans ce cas-là, c'est pas très nocif de prendre des multivitamines, mais pour ce qui est du collagène ou des autres greens, si tu manges des légumes, tu as tes greens. Un aliment, par exemple, qui est super intéressant, et notamment pour en parler de tout ce qui est métabolisme digestif, c'est les lentilles. Les lentilles ont ce côté intéressant pour avant les activités, si on le mange bien 2-3 heures avant. Sauf que... trouver quelqu'un qui les cuisine bien, que c'est un bon goût, c'est un peu difficile, mais c'est un bon aliment. C'est intéressant à c'est vraiment intéressant. On en voit tellement sur les réseaux, puis les jeunes, ils sont dessus, fait que... Le problème pour avoir des jeunes aussi, c'est que l'alimentation équilibrée, là, chez les jeunes, c'est pas si simple que ça. C'est pas simple. La junk food est très courante. On le voit, les pizzas, les aliments déjà
transformés, les fast-food très, très, très peu équilibrés. C'est ça le défi. C'est pour cette raison aussi, lorsqu'on parle de collagène, par exemple, à l'époque, c'est pas quelque chose que nos grands-parents avaient parce que forcément, ils avaient une alimentation plus équilibrée. Maintenant, on mange beaucoup sur le pouce, on est pressé. Donc, de restaurer une hygiène autour du repas. Et c'est pour ça aussi que le guide alimentaire canadien lui dit, c'est plus uniquement ce qui est le contenu du repas, mais aussi le comment manger. On ne peut pas manger en scrollant sur TikTok ou, ou Instagram. On mange en mangeant. Donc, bon point. Parce que lorsqu'on mange en mangeant, on prend le temps de la mastication. Et ça, je l'ai dit à mes patients. La première, et c'est même l'une des phases importantes de la digestion, c'est la mastication. Si on ne fait pas ce travail de mastication suffisant, l'estomac doit redoubler d'efforts. Et qui dit redoubler d'efforts dit parfois des aliments qui ont du mal à être vidangés de l'estomac, donc des inconforts. Et le cercle vicieux, cette fois-ci, s'installe. Donc, mâcher. C'est de l'exercice. Ouais, c'est ça. Ben, on a fait le tour de notre liste de questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu penses qu'il serait important de dire aux jeunes, aux parents qui font du sport par rapport à ta spécialité. Oui. Ce que j'aimerais dire aux patients et aux parents, c'est aussi finalement de dire que lorsqu'on regarde les impacts sur la santé digestive du sport, c'est tellement important et tellement énorme qu'on devrait presque le prescrire à tout le monde. Et les parents ont un rôle à jouer aussi dans cet encouragement. C'est l'étude canadienne qui montrait, par exemple, si un parent fait du sport, son enfant a plus de chances de faire aussi et aussi de façon plus durable. Et même chose, si on l'inscrit dans un club ou dans un club sportif ou autre, il y a plus de chances de faire durable. Donc le rôle de cette initiation tôt en termes de maintien de l'activité, et c'est important. Et nous, comme gastro, ce qu'on voit, c'est finalement la crainte autour de l'épidémie d'obésité qui augmente avec beaucoup d'enfants qui commencent à avoir le foie gras. Et cette prévention-là, cette hygiène autour de l'alimentation dont je parlais, manger des fibres, manger à heure régulière, dormir tôt, et aussi un élément pour prévenir cette maladie qui va devenir l'une des premières causes de greffe de foie, parce que ça donne des cirrhoses du foie, le foie gras. Donc c'est pas négligeable, et comme parents, c'est important de les accompagner dans ça. Et c'est vraiment ça que je pense qui est important. Le microbiome joue beaucoup, et c'est pas uniquement sur le digestif, il y a le côté métabolique qui est important. Ouais, je pense que ça a bien résumé. Ouais, c'est vraiment. Tout ce qu'on a merci, dit, c'était vraiment intéressant. Merci. Je savais qu'on a bien fait t'inviter dans tout ça. Nous, on pense toujours à la réadaptation physique, maintenant plus psychologique, mais je pense que tout l'aspect nutritionnel est vraiment très, très important. Oui, parce que surtout les enfants et ados en croissance où il y a tellement d'enjeux autour de ça. Exact. Eh bien, un grand merci, Prévost. Merci beaucoup. C'est un plaisir avec le Sightline. Yes.